Bien. Je vais appeler maintenant Madame Marie-Catherine Villatou, qui est déjà en place, merveilleux. Madame Villatou est professeure agrégée, docteur en histoire et membre de l'Académie de l'air et de l'espace. Elle a été pendant 23 ans enseignant-chercheur au service historique de l'armée de l'air, puis au service historique de la défense, avant de rejoindre le centre de recherche de l'école de l'air entre septembre 2016 et septembre 2021. Professeure associée aux écoles de Saint-Cyr-Coët-Quidan entre 2000 et 2013, elle a également assuré des cours au Centre d'enseignement et d'études du renseignement de l'armée de terre, ainsi qu'au Centre d'études stratégiques aérospatiales, et a encadré des mémoires de stagiaires de l'école de guerre, tout en étant membre de jury de thèse. Elle est l'auteur de plus d'une centaine d'articles, études et communications scientifiques sur l'histoire de l'aéronautique militaire et du renseignement. Madame, vous avez la parole. Vous préférez ça peut-être? Non, ça ira bien. Oui, on va voir. Si vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, les collègues qui m'ont précédé vous ont déjà préparé, je dirais, le terrain aéroterrestre, puisque vous avez compris que je vais vous parler de la troisième dimension. Quand je dis troisième dimension, il ne s'agit pas que des aviateurs de l'armée de l'air, mais des hommes de l'aéronaval qui ont participé donc à cette dimension aérienne de Dien Bien Phu. Alors, qui dit base aéroterrestre, cela a été bien précisé, c'est un lieu qui ne peut exister, vivre, survivre que avec l'armée de l'air et en particulier, avec les aviateurs, je me corrige, avec l'aviation de transport. Or, le problème de Dien Bien Phu vient d'être évoqué. L'aviation, c'est une armée technique. Et on n'utilise pas des avions, on ne les met pas en place sans connaître leurs limites. Les limites qui sont celles de leur allonge, c'est-à-dire de leur distance, qui est liée au réservoir qu'ils embarquent, qui est liée à leur moteur, qui est liée aussi à des conditions météo. Quand vous êtes dans des zones où il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie, une couverture nuageuse lourde, des pluies violentes, vous ne pouvez pas voler ou voler très peu. Souvenons-nous que tous les appareils qui interviennent sont des avions américains. L'armée de l'air, comme l'aéronaval à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, a été uniquement équipée d'avions alliés. Les avions britanniques, qui étaient ceux du corps aérien au début de la guerre d'Indochine, ont disparu. Ce ne sont plus que des avions américains pour le transport, qu'il s'agisse de C-47 ou de C-119. Pour ce qui est de l'aviation, des avions de chasse, ce sont des appareils embarqués qui étaient ceux de l'aéronaval américaine dans le Pacifique, donc qui vont mieux supporter les conditions d'humidité, qui sont mauvaises pour les systèmes électriques de tous les appareils. Et enfin, dernier point, pour ce qui est des appareils de chasse, ça a été évoqué par le colonel David, l'allonge depuis leur base dans le Tonka autour de Hanoï et Haiphong leur donnait 10 minutes de présence sur zone. Donc je ne sais pas ce que vous pouvez faire en 10 minutes. Donc le problème est là, et le problème, je le pose dès le départ. Souvenons-nous qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'armée de l'air est une armée qui est née en 1933, qui est jeune et qui, même pendant la Seconde Guerre mondiale, était sous-emploi pour l'armée de terre, sauf pour le bombardement stratégique, ce qui a posé des problèmes parce que beaucoup d'officiers de l'armée de terre n'avaient pas réellement conscience des potentialités et des possibilités de l'aviation. Et c'est bien là le problème. Donc, je vous propose juste de voir du côté de l'aviation quels sont les acteurs de cette bataille. À la tête des forces aériennes, c'est-à-dire aéronavales et armée de l'air, nous avons le général Lauzun. Ce général qui est général de division aérienne, comme tous ceux d'ailleurs que nous allons voir, connaissait le théâtre indochinois. Il y avait déjà été engagé avant la Seconde Guerre et il a conscience des difficultés lorsqu'il arrive en juin 1953 sur zone. Une faiblesse des bases, le maillage est insuffisant, il n'y a que 7 bases réelles, il y a juste des terrains provisoires, donc ce qui est extrêmement insuffisant. C'est la raison pour laquelle il va faire monter beaucoup d'autres pistes. Ça va être son principal objectif. Deuxième point, il manque
S'il y a un certain nombre d'appareils, il manque d'équipage. Et dès son arrivée, il demande au général Navarre de l'aider auprès, à la fois lui, il va s'adresser au chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Fay, car il calcule qu'il lui manque à peu près entre 4 et 5 000 personnes. Et plus que des pilotes, car ça il en a, ce qu'il manque, c'est des mécaniciens, c'est des personnels au sol, c'est des spécialistes de radionavigation. Deuxième problème auquel se heurte le général Lauzun, ça je l'ai évoqué, qui est le problème de la météo, le problème des pistes, parce qu'il y a des pistes qui sont juste des pistes de terre, et comme ça a été évoqué, quand il pleut, elles sont impraticables. Les pistes avec ce qu'on appelle du PSP, des plaques que l'on pose pour faciliter le décollage des appareils, il n'y en a pas partout. Et puis, la grande faiblesse aussi est le système, pour ce qui va être de Dien Bien Phu, de radionavigation. Tout ce qui est les systèmes de radionavigation et de guidage pour les appareils. Depuis Hanoï, c'est à peu près 120, ça a mis jusqu'à 120-150 km. Depuis Dien Bien Phu, ce qu'on va installer, 50 km. Et il y a une marge entre qui pose problème aux aviateurs, en particulier lorsqu'il y a des plafonds bas et beaucoup de nuages. Il a à ses côtés le général Deschaux, qui commande le Gatac Nord. Ça a été évoqué. Alors, je vais prendre un micro comme ça. Je prends un micro comme ça, ce sera beaucoup plus simple. À ses côtés, le général Deschaux, qui est à la tête du Gatac Nord, c'est-à-dire qu'il y a eu une adaptation qui a été précisée des forces aériennes aux forces terrestres. Donc, les responsables des 3 grandes zones, nord, sud et centre, doivent travailler de manière absolument conjointe, ce qui ne s'était pas toujours très, très bien passé, dans la mesure où, à la préparation des opérations, les aviateurs n'étaient en général marins et de l'aéronaval et de l'armée de l'air que 2, voire 4, face à 15 personnes de l'armée de terre, donc ce qui faisait que leurs remarques n'étaient pas toujours suffisamment écoutées ni comprises. Donc, à la tête du Gatac Nord. Autre personnalité importante, le colonel Nico. Le colonel Nico, lui, est responsable de l'aviation de transport. L'aviation de transport, c'est la clé. C'est la clé pour une base aéroterrestre, parce que sans elle, eh bien, on ne peut rien. Or, le problème du colonel Nico, c'est qu'il manque d'appareils. Les C-47, pour débarquer leurs 2 largués lorsqu'il s'agira de parachutage, leurs 2 tonnes de matériel sont obligés de faire 10 à 12 passages, alors que ce qui facilite, ce sont les C-119 paquettes qui peuvent, eux, larguer 4 tonnes en un seul passage, mais on en a très très peu. Les Américains mettent beaucoup de temps en donner, en prêter, le terme est plus juste. Et d'autre part, ces appareils étaient pilotés par des civils de la société CAT, qui a été évoquée par M. Gras, qui en fait est une société qui avait été fondée par la CIA, avec des pilotes mercenaires américains qui, outre leur travail de pilote, font aussi beaucoup de travail d'espionnage. Donc, grande pratique. Et puis, enfin, une autre personne qui est importante, qui est le général de corps aérien Baudet. Petit détail qui n'est pas des moindres, ce général de corps aérien est donc supérieur en termes de hiérarchie au général de division aérienne Lauzun. Il est le conseiller immédiat du général Navarre, et ça va poser quelques difficultés parce que parfois Lauzun et Baudet ne sont pas d'accord. Lauzun n'est pas toujours sur place alors que Baudet est aux côtés du général Navarre, ce qui explique aussi un certain nombre de difficultés qui n'ont pas toujours été vues ni comprises ou précisées souvent par les historiens et qui tiennent au fonctionnement interne de l'armée de l'air. Donc, je vous l'ai dit, donc ces fameux GATAC, et ces GATAC, eh bien, ont à chaque fois des groupes de chasse, des groupes de bombardement, des groupes d'observation et de renseignement photo. On va même créer une escadrille qui s'appelle l'EROM, qui a pour mission donc de faire des photos aériennes. Pourquoi ? Parce que les cartes dont disposent les officiers même de l'armée de terre ne sont pas précises, elles sont dépassées, et donc il faut bien des photos de qualité. Alors, quand le général arrive, 13 000 hommes en Indochine. Alors, donc, le général Lauzun demande des hommes, demande du matériel. Il obtiendra
quand il est arrivé, il y avait à peu près 346 appareils. À son départ, 388. Ce sont surtout des unités, des appareils de transport qui vont être donnés et qui vont permettre donc d'augmenter la cadence du transport. Et celui qui a refusé qu'on augmente, c'est le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Fay, qui avait déclaré au général Lauzun, alors la date, certains disent que c'est en novembre, d'autres c'est en février. On servira NATO d'abord et l'Indochine s'il en reste. Pourquoi ? Parce que depuis 1949 et l'entrée dans la constitution de l'OTAN, la France a été chargée de la garde du Rhin, ce qui a permis à l'armée de l'air à la fois de se doter d'appareils à réaction, d'un système radar efficace et surtout de transformer les pilotes sur avions à réaction. Or, si on les envoie sur de vieux appareils, ils vont perdre leur temps, ils vont perdre ce que le chef d'état-major de l'armée de l'air considère leurs compétences et que donc il faut envoyer le minimum minimaliste puisque lui considère que l'Indochine, eh bien, il y est allé, c'est sans espoir. Et je vais vous dire la remarque qu'il a faite à son rapport après sa visite en Indochine en février 1954, en début février. Voilà ce qu'il dit. Je pense qu'une décision militaire ne peut être obtenue dans ces conditions. Je reste convaincu par ailleurs qu'un renversement, même important, de l'aviation ne pourrait rien changer. Aussi, le succès des pourparlers de paix respectant nos engagements et sauvegardant notre prestige militaire serait hautement souhaitable. Donc, les aviateurs vont devoir travailler avec ce qu'ils ont, qui va s'avérer très rapidement insuffisant. Donc, Navarre, le général Navarre, a demandé à la fois au général Lauzun, à Nicot et à Deschaux donc, de se préparer pour donc, une opération aéroterrestre, comme ça a été précisé dans le Tonkin. Il demande donc, les aviateurs disent oui, mais à une condition. On vous dit deux choses. La longe est trop importante. Ça passera pour les avions de transport, ça passera mal pour les avions de chasse. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va installer Dien Bien Phu, la base aéroterrestre, on va mettre sur place une escadrille de chasse, enfin un groupe de chasse, le Saint-Onge, qui lui doit assurer cette protection aérienne avec la chasse pour protéger le camp, puisque, comme je vous l'ai dit, 10 minutes de présence, c'est court. Donc, que demande Navarre ? Vous le savez, d'une part, où je le rappelle, une double opération. Installer la base et d'autre part, installer donc la base qui est encore retranchée, comme je vous l'ai indiqué, et l'aviation donc est décisive pour acheminer le matériel. Et donc vous voyez donc sur la gauche le C-119 avec sa porte avant cargo et les embarquements sur les C-45, C-47. Donc les aviateurs ont dit oui, à condition que la piste reste toujours ouverte. Navarre avait promis que l'intervention de l'armée de l'air ne serait que de 5 ou 6 jours, maxi, et qu'ensuite les troupes au sol termineraient le travail. Et ça n'était possible que si la piste était sanctuarisée en tenant les points d'appui. Dans le même temps, Navarre demande aux aviateurs d'opérer ce qu'il appelle la bataille des communications. Donc la bataille des communications. La bataille des communications, c'est coupé, vous le voyez sur la carte en bas. Là, vous avez donc les aérodromes d'où partaient les appareils, Hanoï et Haiphong. Et ce que vous avez en vert, ce sont les pistes que suivait, qu'empruntait le Viet Minh pour son approvisionnement. Or, ces pistes, bien entendu, sont cachées dans la jungle. Pour les repérer, il faut des petits appareils, des Morane criquets, qui vont, eux, guider les bombardiers moyens qui sont de l'armée de l'air, les B-29, et bombardiers lourds des marins, qui sont les privateers. Et ensuite, les avions de chasse sont là pour finir le travail. Or, ces zones sont extrêmement bien cachées. Les Vietnamiens les déplacent et ils vont utiliser pour réparer les routes bombardés, vous les voyez en bas. Là, ils transportent de l'URI, près de 100 000 coulis. Ce qui fera dire à la fin au général Elie, c'est les paniers à balance qui ont gagné face à la technologie et à tout ce qu'on pouvait appeler une armée dite moderne.
Donc, dans cette bataille des communications, en fait, le général de Chaux comprend qu'elle est perdue dès la fin du mois de mars et le Viet Minh déclenche ce qu'on appelle la bataille finale le 13 mars. Les deux points d'approche qui contrôlent, et vous voyez donc la base, ce que vous voyez en jaune et rouge, eh bien, ce sont les positions du Viet Minh. Et vous voyez que pour en fait se poser sur cette piste, qui à l'origine était une piste japonaise, qui avait été installée par les Japonais, qui avait été donc réparée lors de l'opération Castor, mise en état avec un bulldozer livré par 119, eh bien cette piste, au bout de 48 heures, elle n'est plus protégée. Et une semaine plus tard, elle est fermée. Donc les aviateurs sont obligés, le Saintonge, de quitter la zone, de quitter la base, et il ne reste plus pour la protéger eh bien, que les avions qui viennent depuis la zone du delta. Les contre-batteries au sol ne fonctionnent pas, et c'est surtout parce que la 351e, c'est-à-dire donc l'unité d'artillerie qui a été évoquée, cette unité d'artillerie, eh bien, pour que les Français ne sachent pas qu'elle allait arriver, a cessé d'émettre. Donc, on n'arrivait plus à la suivre, parce que pour savoir comment le Viet Minh se déplace, on écoute, et avec les écoutes, on retranscrit, et on arrive à peu près à savoir où sont les unités. Alors, il y avait de l'artillerie, il y avait de la DCA, une DCA très forte, très violente, sur Dien Bien Phu, qui petit à petit va contraindre à tout remplacer par du parachutage. Ce parachutage, on a parachuté 4000 hommes, 3000 essentiellement de nuit, mais surtout du parachutage de matériel, de fret. Alors ce parachutage de matériel de fret, il ne peut se faire qu'escorté par les B-29, les privateers, et puis avec la chasse pour essayer de les protéger au maximum. Dans un premier temps, les avions larguent à basse altitude, mais avec la force à la fois de la DCA. Le général Lauzun dira qu'elle était aussi puissante que la Flak à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les avions sont obligés de larguer à beaucoup plus haute altitude, aux alentours de 3000, voire 4000, ce qui donne une imprécision des parachutages. On va être obligé de trouver des parachutes. D'abord, on ne peut plus récupérer les parachutes. Donc, ça va être un problème extrêmement complexe de chercher des parachutes partout. Après, il faudra mettre des retardateurs, puisque c'est pour que la voile ne s'ouvre pas trop vite. Donc, on est obligé d'inventer des systèmes qui fonctionnent plus ou moins. En fait, un tiers des colis tombent à côté, ne sont jamais récupérés, tombent à côté, tombent loin. Plus le Viet Minh se rapproche, plus la drop zone se resserre, moins l'espace est grand, et donc c'est de plus en plus difficile, parce que la zone de ciblage d'une drop zone dans des conditions pareilles, elle est extrêmement difficile à atteindre. D'autre part, le Viet Minh récupère plus d'un sixième, donc ce qui va lui servir lui-même pour son propre réarmement. Et donc, la difficulté devient de plus en plus grande. Et en fait, les aviateurs ont dit, nous n'avons fait, ils se sont battus jusqu'au bout. On leur avait demandé au départ, le général Lavar leur avait demandé 100 tonnes par jour. Dans les premiers temps, jusqu'au moment où le Viet Minh lance son offensive, il larguait 140 tonnes. Même les jours de grande difficulté, ils n'ont baissé qu'à 95 tonnes. Donc, jusqu'au bout, ils se sont battus. Mais malheureusement, le résultat n'a pas été escompté. Alors donc là, je vous marque, là je saute, c'était juste pour vous dire donc le nombre d'appareils, que pendant cette bataille de Dien Bien Phu, l'armée de l'air donc a perdu 39 appareils, 158 ont été touchés, il y a eu des appareils endommagés, détruits sur base par le Viet Minh, qui faisait des attentats, détruits par accident. Et pendant les 3 mois de la bataille de Dien Bien Phu, l'armée de l'air a perdu plus d'appareils que pendant toute la guerre, depuis 1946. Et enfin, voilà, je vous mets 77 aviateurs sont tués, 22 et 55 sont portés disparus. Et un certain nombre ont été faits prisonniers. Voilà. Et ceux qui n'avaient pas pu repartir, eh bien, sont partis en camp de prisonniers. Voilà, je vous remercie.